Bonjour à tous, nous allons évoquer cet après-midi les plateformes Loge-toi. On a pris quelques minutes de retard. Les plateformes qui existent depuis 2012, depuis la fusion des trois anciennes régions. Ce dispositif a été maintenu et étendu sur tout le Grand Est avec aujourd'hui 21 plateformes. On va en reparler. L'objectif cet après-midi est de représenter ce dispositif, structure légitimée pendant le confinement. Ça aussi, on va en reparler. L'objectif étant aussi de sensibiliser les acteurs du logement qui ne se sont peut-être pas encore investis dans ces plateformes. On salue bien sûr celles et ceux qui nous suivent à distance et en direct cet après-midi, les 10 départements, les métropoles, les communautés d'agglomération, les communautés de communes, les CAF, les CROUS, les observatoires des logements étudiants, bref, l'ensemble des acteurs du logement, les institutions, les futurs financeurs, des partenaires potentiels. Ça aussi, nous en reparlerons. Cette rencontre autour du logement des jeunes, une initiative de la région Grand Est. Loge-toi Jeune est une marque déposée par la région. 21 points d'accueil, je le disais, financés par la région et beaucoup de cofinancement. Nous allons passer 2 petites heures ensemble. Après quelques données chiffrées sur le logement des jeunes, nous vous présenterons le réseau des plateformes à travers une vidéo, mais aussi de grands témoins, des grands témoins qui vont intervenir. Nous évoquerons les plateformes durant le confinement, les bonnes pratiques durant cette période tourmentée, l'adaptation des points d'accueil au service des jeunes. Nous aborderons aussi les nouvelles formes d'habitat et nous nous arrêterons sur les clés de la réussite du partenariat. Quels freins, quels leviers, quelles attentes vis-à-vis des pouvoirs publics. À mes côtés, et vous allez le voir apparaître à l'écran, Cédric Chevalier, conseiller régional, président de la commission jeunesse est avec nous. Bonjour. Bonjour. Je vous sais très investi, vous avez rencontré l'ensemble des acteurs qui font vivre les plateformes, qu'on retrouvera d'ailleurs tout au long de cet après-midi. Nous allons donc évoquer ce dispositif Loge-toi, dispositif d'accompagnement accessible, je le disais, partout dans le Grand Est. On a le sentiment, Cédric Chevalier, que ce dispositif Loge-toi a su évoluer au fil du temps, se développer. Aujourd'hui, il est reconnu, parfaitement identifié, je crois. Oui, tout à fait. Alors, bonjour à tous, bien évidemment, et merci pour la présence nombreuse aujourd'hui. C'est vrai que ce dispositif, vous l'avez rappelé, il a été créé en 2012. C'est un dispositif qui est né en Lorraine, donc il faut rendre à César ce qui est à César, étant à Metz aujourd'hui. C'est un dispositif, lorsque la grande région, le Grand Est est apparu, où on a fait une analyse de l'ensemble des dispositifs en matière de jeunesse, avec une vocation, avec un fil conducteur, c'était de dire que ces dispositifs de région devaient s'adresser à tous les jeunes, et pas forcément en fonction des statuts, parce que c'est une vraie problématique aujourd'hui dans notre pays, c'est qu'on réfléchit en termes de dispositifs plutôt en termes de statut que plutôt en termes de tranche d'âge. Et donc, ce dispositif Loge-toi existait, fonctionnait en Lorraine, et il nous est paru important, avec Philippe Richard, avec Elsa Schalk et Jean Rotner, de maintenir et de déployer l'ensemble de ce dispositif, parce que ça répondait à une attente assez large de la population, des territoires en tant que tels, et il y a aujourd'hui de nombreux élus, pour accompagner les jeunes dans l'accès au logement, mais aussi pour répondre, certes, à une problématique de société ou sociale, mais aussi économique, parce que bon nombre de chefs d'entreprise expliquaient aussi qu'ils avaient du mal à recruter parfois parce que le logement était un frein. Donc on a pu s'appuyer sur l'expérience et le savoir-faire de ce qui avait été fait en Lorraine, et avec l'aide de l'ensemble des collectivités, ou en tout cas des plateformes, en tout cas des structures existantes, on a pu déployer effectivement depuis 2015 un certain nombre de plateformes, 21, l'objectif étant que l'ensemble du territoire Grand Est soit couvert par ces plateformes, pour permettre aussi d'accompagner les jeunes dans leur mobilité. Et c'est vraiment avec très grande fierté aujourd'hui que ce dispositif existe. Mais la vocation aujourd'hui, bien évidemment, et c'est le rôle de la région, ce n'est pas de faire l'apologie des dispositifs en tant que tels, mais c'est de bien mettre en lien les différents acteurs sur les territoires pour voir les dispositifs existants, voir lorsqu'ils n'existent pas, de les faire émerger, parce que c'est aussi extrêmement important. Le rôle de la région, j'étais au Césaire il n'y a pas très longtemps, et je salue ceux qui sont présents, on a rappelé la notion de chef de fila de la région. Ouais. Chef de fila, bien qu'on a toujours un peu de mal à savoir ce qu'il y a derrière, c'est aussi et surtout de pouvoir coordonner, animer, permettre aux uns et aux autres de travailler en transversalité et de faire émerger des dispositifs au profit des territoires. Et on sait, quel que soit d'ailleurs, c'est assez intéressant, tous les territoires ont cette problématique-là, mais parfois sous des angles différents. Et c'est important de pouvoir faire en sorte que tout le monde puisse travailler et se nourrir de l'expérience des uns et des autres.
Merci Cédric Chevalier, vous prenez la parole quand vous voulez, vous le savez. Tout à l'heure en souriant, je vous disais que vous avez droit à un joker, mais On n'est pas au jeu de la vérité. Mais vous ne l'utiliserez pas, j'en suis sûr. Nous allons nous appuyer sur une vidéo réalisée par le service communication de la région Grand Est. Les 18-29 ans se concentrent, on l'a dit, dans les plus grands pôles urbains, Metz, Mulhouse, Reims. Voilà donc les villes dans lesquelles les équipes de la com se sont arrêtées et ont recueilli des témoignages particulièrement parlants. Regardez. Nous sommes une résidence Habitat Jeunes. Notre but, c'est d'offrir aussi un accompagnement pour permettre aux jeunes de réaliser leurs projets. Notre cœur de métier, c'est de permettre aux jeunes d'avoir un logement. C'est de l'accueil, de l'orientation, du conseil pour permettre aux jeunes de s'informer sur toutes les questions liées au logement. Il faut avoir entre 16 et 30 ans pour pouvoir être accueilli ici. On est sur du logement temporaire, maximum 2 ans. Et l'idée, c'est d'accompagner les jeunes dans leurs projets et de leur permettre d'accéder à leur logement, à leur propre logement. Avoir un toit, c'est essentiel justement pour réaliser leurs projets sociaux, professionnels. Alors nous, on est déjà sur un projet, le projet CAPS, qu'on conduit avec 2 partenaires, La Fève et Plurial, où ce sont des colocations à projets solidaires. On lie à la fois l'habitat et l'engagement des jeunes. On a organisé un forum, ça s'appelle le forum Ça déménage. C'était le premier sur l'agglomération rémoise. On a eu près d'une 60aine de jeunes qui sont venus se prêter au jeu des ateliers qu'on avait pu mettre en place. On avait des offres de logement ce jour-là, donc les jeunes ont pu repartir avec des pistes concrètes pour accéder à leur logement. Mais vraiment l'idée et la plus-value aujourd'hui, je dirais, de la plateforme, c'est le lien qu'on peut avoir avec les autres plateformes. Donc le CLAJ, c'est le Comité local pour le logement autonome des jeunes. Nous existons depuis 1991 et notre mission principale, c'est de favoriser l'accès au logement des jeunes. Nous avons un rôle d'intermédiaire donc entre ces jeunes et différents types de bailleurs. Donc des bailleurs sociaux, des bailleurs privés, des foyers de jeunes travailleurs. On s'adresse à tous les jeunes, quelle que soit leur situation, mais la plupart des jeunes que nous suivons rencontrent des difficultés sociales, familiales, économiques. Donc notre nouvelle activité, ça serait de développer et de renforcer l'accompagnement de ces jeunes, notamment dans le logement. Et nous sommes rentrés dans le dispositif d'intermédiation locative. Nous sous-louons des logements à des jeunes qui rencontrent certaines difficultés. L'intermédiation locative implique un accompagnement régulier des jeunes dans le logement, ce qui permet de renforcer la sécurisation de l'accès au logement futur. Le CLAJ de Metz est une des premières plateformes Loge-toi. Pour le CLAJ de Metz, la plateforme Loge-toi a 2 avantages. De construire les solutions logement les plus adaptées aux jeunes en mobilité professionnelle. Le second, c'est de faire partie de manière active d'un réseau qui permet d'échanger sur des pratiques professionnelles et sur des méthodologies grâce aux efforts de la région Grand Est qui a affirmé sa politique en faveur de la jeunesse. Sémaphore est une association qui intervient sur le territoire de Mulhouse Alsace Agglomération. Donc nous intervenons sur le champ de l'insertion socio-professionnelle et nous accompagnons des jeunes de 16 à 25 ans dans le cadre de la mission locale. Nous animons également un espace information jeunesse dont les activités portent sur l'information des jeunes de 12 à 30 ans sur toutes les thématiques qui sont en rapport avec leur autonomie. Nous les accompagnons dans leur démarche administrative dématérialisée. Bien évidemment, la question du logement est primordiale pour les jeunes que nous accompagnons. Loge-toi est un dispositif d'aide, d'accompagnement des jeunes, que ce soit autant la mobilisation de tout ce qui est des aides CAF et Action Logement, mais aussi la mise en relation avec les différents bailleurs, privés et sociaux, tout ce qui est résidence sociale et tout ce qui est montage aussi de dossiers pour les demandes de logements sociaux. Par la suite, il y a différents projets, dont le projet Tiny House. Donc là, c'est vraiment de l'habitat écologique. Ça sera des petites maisonnettes et ça sera un style mini éco-quartier. Donc la plateforme Loge-toi, en tout cas ici, au niveau de Sémaphore, elle apporte un réel soutien, une écoute, un appui et un réel travail de partenariat, notamment avec Caplogie à Strasbourg.
la présentation du réseau des plateformes, un maillage cohérent. Cédric Chevalier, est-ce qu'un 22e établissement pourrait voir le jour? Parce qu'il y a encore quelques zones blanches, mais la couverture est plutôt bonne, disons-le, elle est cohérente, plutôt équilibrée. Non seulement, oui, il a 22, 23, 24. L'objectif, vous savez qu'aujourd'hui, on couvre à peu près que 46% du territoire du Grand Est. Donc il y a encore vraiment des gros trous dans la raquette, même si proportionnellement 65% de la population jeune du territoire Grand Est peut avoir accès à ces dispositifs. Mais oui, mais la difficulté aujourd'hui, et c'est en ce sens où aujourd'hui cette opération est importante, c'est qu'il nous faut des structures sur lesquelles pouvoir nous appuyer pour accompagner, que bien évidemment elles puissent aussi s'appuyer sur les collectivités, qu'elles soient des EPCI, mairies, dans certains cas aussi les départements. Donc il y a une volonté vraiment de faire en sorte que l'ensemble du territoire du Grand Est soit couvert. Donc oui, 21 aujourd'hui, mais ce n'est qu'une étape. L'objectif est bien évidemment de couvrir l'ensemble du territoire du Grand Est. C'est aussi une vraie réponse pour les territoires en eux-mêmes, mais c'est aussi parce qu'il faut quand même qu'on prenne la physionomie des jeunes. Ils sont aussi en mobilité, et mobilité au sein de la région. Donc c'est aussi de permettre, et c'est ce que nous faisons au niveau de la région, de coordonner aussi l'ensemble de ces plateformes pour qu'elles se discutent, pour que le jeune puisse avoir une réponse, qu'il soit sur son territoire ou qu'il soit en mobilité. On peut rappeler que Metz est une des plus anciennes plateformes créées en 2012, Reims 2016 et Mulhouse qu'on a vu dans le film plus récemment en 2019. Nous allons à présent évoquer les plateformes pendant le confinement, les bonnes pratiques pendant le confinement. On sait que les plateformes ont dû évidemment s'adapter, s'organiser pour répondre aux attentes des jeunes, des situations d'urgence, une belle mobilisation des partenaires, des liens se sont créés localement, c'est indéniable. Virginie Houin, bonjour, je sais que vous êtes avec nous, directrice de l'association Rémoise Noël Pain d'Avoine, une association qui compte une vingtaine de collaborateurs, qui encadre près de 200 jeunes répartis dans 5 résidences, dont 3 situées dans le centre-ville de Reims. Vous disposez également de 7 appartements, des colocations à vocation solidaire, quartier Croix-Rouge à Reims. Pour entrer tout de suite dans le vif du sujet, Virginie Houin, l'accompagnement est sans doute encore plus utile, plus sensible durant le confinement. Utile, mais plus difficile à mettre en place. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on était vraiment présents. Il a fallu vraiment s'adapter. C'était, comme je l'appelle, un accompagnement de tous les instants. C'est-à-dire que le jeune est très impacté par cette crise sanitaire. On en parlait un petit peu avec vous en préparant cet entretien. Les jeunes hébergés dans vos foyers travaillent souvent dans le BTP, même si le BTP est reparti, travaillent dans la restauration et on sait ce qu'il se passe dans ce secteur d'activité, font des missions d'intérim. Concrètement, ils n'ont pas pu payer leur loyer. Il a fallu faire face ces derniers mois, réagir. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'essayer de mobiliser les aides disponibles, un soutien sur l'alimentation notamment, parce que si on se remet au mois de mars, c'est-à-dire que pendant 2-3 semaines, tout était fermé, les jeunes étaient démunis, le frigo vide. Il a fallu effectivement déployer, s'adapter. Et ce que j'ai envie de retenir, et ce que je retiens actuellement, c'est beaucoup de solidarité entre les jeunes. Notamment les cuistots au chômage partiel là, nous donnent des coups de main pour cuisiner pour les autres, par exemple. Une belle solidarité au niveau du quartier, auprès des boulangers où on récupère les invendus, une AMAP où on a pu récupérer les légumes. Enfin voilà, on a vraiment joué la carte de la proximité auprès des jeunes, en continuité de service. C'est vrai que le deuxième reconfinement est quand même différent par rapport au premier. Mais là, on voit que certains jeunes, le temps est long, une lassitude et puis de l'inquiétude. Voilà. Dès la fin du mois de mars, vous aviez pris sur vos fonds propres, vous avez adapté, réorienté vos budgets pour répondre à l'urgence. Les subventions ont été maintenues, c'est important ça. Tout à fait, ça c'est vrai que là-dessus, rien à dire, mais c'est vrai qu'on a réorienté certains budgets, comme là, pallier à l'urgence, comme je parlais des frigos vides, c'est vraiment ça. Nous, les budgets socio-éducatifs, au lieu de faire des animations, on a réorienté sur les besoins essentiels des jeunes, le toit, l'accès Internet, et puis l'accès à la nourriture. Parce que les travailleurs sociaux, les collaborateurs se sont adaptés, ils ont fait appel à des partenaires, des associations. C'était très compliqué dans la mesure où banque alimentaire, secours populaire, Restos du Cœur étaient fermés, non ? Le temps, en fait, c'est ça. Le temps que tout le monde se réorganise, il faut penser que ces institutions, ce sont des bénévoles personnels à risque aussi. Donc, pendant 3 semaines, on a été un petit peu seuls. Donc, il a fallu s'adapter, réorganiser. Et là, la solidarité s'est mise en place.
Voilà. La scolarité à distance, ça aussi, c'est un vrai sujet. Elle s'est mise en place, ça s'est plutôt bien passé parce qu'on a beaucoup parlé d'inégalité d'accès à l'enseignement à distance en pleine crise de la Covid-19. Quel constat faites-vous ? Ben, tout à fait, c'est vrai qu'en termes d'équipement, on a des jeunes qui sont insuffisamment équipés. Donc nous, on a pu bénéficier des Ordi pour tous. C'est un dispositif national. En fait, on a récupéré d'ordinateurs qui ont été reprogrammés. En fait, pour des entreprises nous ont fait don en fait de PC portables qu'on a pu mettre à disposition des jeunes. Mais voilà, et au-delà de l'équipement, c'est l'utilisation. Donc il y a eu tout un soutien d'équipes éducatives sur la scolarité. Le lien, en tout cas, avec les établissements pour que les jeunes puissent poursuivre leur scolarité. J'allais utiliser le passé, Virginie Ouin, mais il y a eu ou il y a des angoisses, vous le disiez, une ambiance particulièrement tendue. Le reconfinement est mieux vécu. Il y a quand même une forme de lassitude, l'incertitude est très pesante. C'est ça, certains jeunes on voit des signes de dépression. Ouais, donc, ouais. on est là, en tout cas, on écoute, on essaye de rassurer, mais c'est pas évident, quoi. Il a même fallu gérer la violence conjugale, me disiez-vous ? Oui, tout à fait. Ça, surtout sur le premier confinement, on a eu une situation où, voilà, à plusieurs reprises, on a dû faire appel à la police. Et ouais, ça a été compliqué. Merci de votre témoignage. En tout cas, de Reims à Metz, il n'y a qu'un pas que nous allons allègrement franchir. Adrien Mathurin est avec nous. Cette fois, on ira jusqu'au bout avec Adrien Mathurin. Il est avec nous, on part à Metz, donc pas très loin du club de la presse qui nous accueille cet après-midi, le directeur du CLAGE. Adrien Mathurin, vous m'entendez ? Moi, je vous entends très bien. Oui. Est-ce que vous m'entendez ? Parfaitement bien. On m'a dit qu'on allait faire un peu de radio pendant quelques minutes. C'est pas fait pour me déplaire. La boutique Logement Jeune à Metz, une association qui accueille, qui informe, qui oriente et accompagne les 18-30 ans dans leur recherche d'un logement. En avril dernier, durant le confinement, c'est ça qui était intéressant, vous avez lancé le projet Confine-toi, Confie-moi. Les gens pouvaient témoigner, se confier, raconter leur confinement, leurs difficultés, leur cohabitation, leurs besoins, leurs astuces. Une belle opération, Adrien. Écoutez, je vous remercie. En tout cas, c'est une idée qu'on a eue au cours du confinement. On n'a pas l'exclusivité de cette idée, on n'a pas eu cette prétention-là en tout cas. Et l'idée au départ, c'est de lancer un projet pour recueillir justement la parole des jeunes qui, au même titre que nous, salariés, au même titre que n'importe qui, étaient confinés et avaient l'impossibilité donc de sortir pour venir nous rencontrer aussi. Donc c'est un projet auquel on a tous adhéré, dont on a parlé avec la région Grand Est ultérieurement. C'est un projet qui nous a permis de recueillir la parole de tous ces jeunes sous différentes formes. Ils avaient totale liberté pour utiliser le moyen qu'ils voulaient pour s'exprimer. Et le constat qu'on fait en fait, c'est qu'on a, au même titre que ce qu'a dit ma collègue de Reims, on a eu excusez-moi, j'ai un petit souci de retour. On a rencontré des jeunes qui ont exprimé beaucoup de difficultés personnelles, la crainte tout simplement liée au confinement, à la maladie, beaucoup d'insécurité, et d'autant plus sur notre public qui connaît déjà une certaine instabilité, une certaine insécurité, qui vient nous voir parce qu'ils sont dans une situation compliquée souvent. Des difficultés aussi professionnelles et financières, finalement, avec des pertes d'emploi, des chutes des ressources, puisque un certain nombre de contrats CDD n'ont pas été renouvelés, un certain nombre de périodes d'essai se sont arrêtées subitement. Donc tout ça, ça a complexifié l'accès au logement, puisque nous, on est là pour parler vraiment d'accès au logement, et a créé de grandes situations de précarité. Des difficultés relationnelles aussi, vraiment liées au logement, là, pour le coup, en termes de cohabitation, par exemple, vraiment difficile entre les jeunes et les parents. Donc là, il y a une aggravation. Déjà, il pouvait déjà y avoir certaines situations compliquées de cohabitation, mais le confinement a vraiment été un accélérateur de difficultés. Aussi lié à la promiscuité, ce qui a été finalement dit par l'INSEE, et on fait le même constat, c'est que des jeunes vivent dans des logements petits, donc il faut imaginer qu'un certain nombre de jeunes ont été coincés dans un studio pendant un mois et demi, ce qui a créé ou renforcé des sentiments d'abandon, d'oubli, voilà.
Donc c'est Même si vous vous adressez plutôt à des jeunes en recherche d'emploi, des bénéficiaires du RSA, des intérimaires, des apprentis, selon un sondage Odoxa Consulting, la jeunesse est la génération qui souffre le plus de la pandémie, la plus pénalisée, avec une baisse très nette de leur pouvoir d'achat. La crainte, la peur de l'avenir, c'est une réalité, c'est ce que vous vivez au quotidien? c'est des choses qui sont ressorties en tout cas pendant cette étude, cette petite étude, confine-toi, confie-moi. C'est un constat qu'on a ressenti. Il ne faut pas oublier que les jeunes sont une partie de la population importante qui n'a pas forcément la parole, qui ne s'exprime pas forcément sur ce type de questions d'habitude. Moi, ce que j'aimerais dire aussi, c'est qu'un certain nombre de jeunes, finalement, ont aussi souffert du manque d'équipement, parce qu'on pense souvent que les jeunes sont tous sur Internet, ont tous accès aux technologies modernes, mais en fait, finalement, il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas pu télécharger des attestations pour se déplacer, qui n'ont pas pu nous contacter par Internet parce qu'ils n'avaient pas Internet, et le confinement a été un facteur aggravant, en fait, par rapport à toutes ces questions. Permettez-moi encore cette question, mais durant le confinement, les dossiers de demande d'obtention de logement auprès des bailleurs, des propriétaires privés sont gelés. Sincèrement, en ce moment, on prend du retard? Aujourd'hui, on est un peu dans une situation un peu différente du premier confinement. Ouais. Et c'est vrai que pendant le premier confinement, il y a eu un certain nombre de dossiers qui ont été mis en stand-by. Donc là, il y avait eu du retard. En effet, un retard qui a été rattrapé peut-être par la suite. Aujourd'hui, on travaille un peu mieux avec les bailleurs sociaux, avec les bailleurs privés aussi. À la différence en fait du mois de mai, aujourd'hui on peut déménager. Les jeunes ont toujours cette possibilité-là. Au mois de mai, c'était impossible, ce qui a aussi créé des difficultés très accrues, puisqu'un certain nombre de jeunes avaient déjà donné un préavis de départ et n'ont pas eu la possibilité de déménager et se sont retrouvés coincés ou ont dû payer 2 loyers. En préparant cet entretien, et ce sera ma dernière question, mais vous me disiez qu'à Metz, durant le premier confinement, et ça c'est important, personne n'a dormi dans la rue, personne n'a dormi sur le trottoir. Tout le monde était à l'abri, selon la préfecture en tout cas. Je confirme, en tout cas c'est les informations que j'ai eues de l'État, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà. Aussi, juste si je peux ajouter, puisque je ne veux pas adresser un côté trop négatif du confinement et de la façon dont les jeunes ont vécu ce confinement, de manière positive, certains jeunes ont exprimé aussi beaucoup de choses très positives, ont su créer de nouveaux liens avec leurs voisins, ont su renforcer des relations familiales. Donc ça a été quelque part, pour nous, le confinement, un accélérateur en fait de dynamique. Positive ou négative. Merci beaucoup de votre intervention. On l'a bien compris, dans cette période inédite et tourmentée, le fait de mettre en place des mesures, des actions, ça a évidemment participé à une nouvelle dynamique. Il s'est véritablement passé quelque chose. Cédric Chevalier, vous intervenez évidemment quand vous voulez. Votre micro est ouvert. Ouais, alors je voulais vraiment dire une chose parce que j'ai eu la chance, bien sûr, d'avoir Virginie Ouin ou Adrien Mathurin et l'ensemble des plateformes. On a échangé juste après le confinement et comment ils l'avaient vécu. Et c'est vrai qu'à l'initiative, notamment de Metz, on a pu faire un tour de l'ensemble des plateformes avec un recueil de l'ensemble des expressions des jeunes, comment ils avaient vécu ce confinement. Donc il y a aujourd'hui un document qui va sortir qui reprend l'ensemble des interventions des jeunes, justement de la manière dont ils l'ont vécu et tout ce qui a été dit précédemment, bien évidemment on le retrouve même sur l'ensemble du territoire en matière d'équipement, en termes de manque de connexion et avec quand même des lueurs d'espoir aussi sur l'aspect de solidarité qui a pu se développer. C'est vrai que c'est important pour nous parce que ça permet aussi parfois d'anticiper un certain nombre de dispositifs et comment accompagner pour justement qu'il n'y ait pas non plus des trous dans la raquette territoriale, mais également comment on peut faire en sorte que les jeunes demain, que ça soit bien sûr si demain un confinement revenait, mais comment anticiper un certain nombre de choses parce que ça a fait vraiment émerger des problématiques qu'on n'avait pas forcément identifiées. Et puis si vous me permettez, d'avoir fait le tour, les plateformes logement ont été au-delà de leur mission qui est initiale. Ouais. Et ça, je voudrais vraiment saluer parce que c'est des femmes et des hommes qui ont vraiment fait preuve. Comme beaucoup, on avait des difficultés à travers de l'approche du confinement, c'était assez désorganisé et problématique, mais la mission a été accomplie. Et je le dis très sincèrement parce que j'ai, en ayant eu l'ensemble des plateformes, ressenti cette action de solidarité extrêmement forte à destination des jeunes.
Je tenais à les saluer quand même et les remercier. Oui, ils sont allés bien spontanément au-delà de leur rôle et de leur mission, on l'a bien compris, merci. Deuxième acte de ce rendez-vous après les plateformes durant le confinement, leur adaptation au service des jeunes. Nous allons peut-être aborder les nouvelles formes d'habitat. Dans les nouvelles formes d'habitat, il y a la colocation, l'auberge espagnole. Il y a une forme d'engouement. À l'origine, il y a bien sûr la hausse du coût des loyers, mais aussi la raréfaction des logements, notamment sur les grandes villes. Sujet que nous allons aborder cet après-midi avec Sébastien Yaria, directeur du CLAGE du bassin d'emploi de Thionville. Bonjour Sébastien Yaria. Bonjour Monsieur Charles, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous n'êtes pas seul, vous êtes accompagné de Fatou Cissé, chargé d'accompagnement logement au sein de la structure. Et puis on donnera aussi la parole à Céline Schwint de l'OPH Porte de France Thionville. Je pense qu'elle est avec nous. Madame Schwint. Alors a priori j'ai eu Céline juste avant notre intervention. Elle a eu quelques petits soucis pour se connecter. Bon, elle nous rejoindra peut-être. Vous apportez ses excuses. Donc, très bien. Portez la parole aussi de l'OPH et du partenaire cet après-midi. Eh ben, je ne suis pas très inquiet. Sébastien Yaria, vous avez mis en place, c'est ça votre actualité, un partenariat avec l'OPH de Thionville et Moselis qui porte sur 30 colocations. C'est bien cela, hein? Oui, c'est ça, tout à fait. En fait, depuis 2013 et le démarrage de la plateforme, nous, on est sur un territoire qui est très contraint au niveau du logement. On est proche du Luxembourg, donc on est à Thionville. On a des loyers qui sont relativement élevés pour les jeunes. Et puis aussi, on a beaucoup un manque de disponibilité de petites typologies de logements. Donc assez rapidement, on s'est dit pour pouvoir éviter de faire de la prospection locative qui serait parfois un petit peu compliquée, qui prendrait du temps, de mettre en place ce dispositif de colocation, à l'initiative notamment de Madame Huertas, l'ancienne directrice de l'OPH, qui a souhaité effectivement développer ce système, cette proposition résidentielle à des jeunes qui viendraient ici sur le territoire pour se former. Ce sont essentiellement des jeunes désireux d'acquérir leur indépendance en situation d'apprentissage, de formation ou d'activité salariale. Ce sont des jeunes en tout cas qui vivent en colocation et ça se passe plutôt bien, je crois. Oui, ça se passe plutôt bien, effectivement. Donc, ce sont des colocations pour 3 personnes, de grands appartements qui sont situés sur des quartiers populaires, bien desservis, à la fois par des services publics, sociaux et privés, qui sont proches des établissements de formation aussi. L'idée, c'était d'essayer aussi de trouver des solutions aux problèmes de mobilité de ces jeunes-là. Donc, on est assez satisfait de la façon dont se passent les choses et je vais peut-être donner la parole à ma collègue Fatou Cissé qui accompagne vraiment les jeunes dans les colocations et qui pourra vous dire un petit peu comment ça se passe directement au niveau de l'ambiance et du suivi. Oui, volontiers, Fatou Cissé, parce que c'est vrai que Madame Schwint de l'OPH Thionville, un petit bailleur de 3000 logements, nous disait en interne, toute seule, moi, l'OPH, je n'aurais pas pu assumer l'accompagnement social, d'où l'intérêt de ce partenariat avec Apologie. Vous êtes très complémentaires, les deux structures. Oui, tout à fait. Donc, à Apologie, on est chargé de l'accompagnement de tous ces logements en colocation. Donc, on fait des visites régulières dans les logements pour s'assurer que tout se passe bien, que la colocation se passe bien et qu'il n'y ait pas de soucis entre les colocataires parce que ça peut arriver étant donné qu'ils ne se connaissent pas, qu'ils ne se choisissent pas. Donc, nous sommes là pour assurer la bonne continuité de l'accompagnement de ces jeunes-là. Aussi bien l'accompagnement social que l'accompagnement professionnel et administratif. Alors vous dites évidemment la colocation c'est un début de réponse, a priori c'est cohérent, c'est un phénomène qui s'amplifie. 11 appartements, chaque appart compte 3 chambres individuelles, des logements équipés, décorés, habillés, ça c'était un vrai engagement, il y a un vrai confort de vie. Oui, tout à fait. C'était important pour nous qu'ils puissent retrouver un vrai confort et qu'ils puissent s'approprier ces logements-là. Donc, pour nous, étant donné que ce sont des jeunes et qu'ils n'ont pas beaucoup de moyens, il fallait absolument que ces logements-là soient meublés pour leur éviter des frais supplémentaires et pour qu'ils puissent se trouver à l'aise dans ces logements-là. Donc, effectivement, ils sont tout équipés, électroménagers. Les chambres sont équipées aussi de chambres, de lits, de bureaux et d'armoires. Et ils ont la possibilité d'installer l'Internet dans les logements. Sébastien Yaria, on est sur un quartier fragilisé, 2 tours de 144 logements, un immeuble complètement réhabilité. Vous avez été primé, je crois, récompensé pour ce projet, l'OPH et vous. Oui, c'est ça, surtout l'OPH qui a œuvré effectivement pendant quelques mois, quelques années pour réhabiliter les logements, et faire en sorte que la population, à la fois les jeunes qui sont accueillis, mais aussi la population qui habite là, de manière pérenne, puisse habiter dans de bonnes conditions.
11 logements qui impactent la vie de l'immeuble. Sincèrement, comment sont perçues ces colocations? On peut parler de mixité sociale et générationnelle. Ça se passe véritablement bien. Il y a un vrai équilibre? Oui, ça se passe bien, effectivement. L'idée aussi, c'était de pouvoir apporter un type de population un petit peu différent sur ces quartiers-là et de réaliser ce que vous étiez en train d'expliquer, cette mixité sociale. Donc, on a des quartiers où plutôt où on a des familles qui habitent, des familles plus ou moins nombreuses, et donc d'amener ces jeunes-là, ça amène aussi des relations un petit peu différentes. Les relations de voisinage fonctionnent bien. Quand il y a quelques soucis, ça arrive aussi, hein, il faut bien le dire, on intervient pour faire de la médiation, sinon les choses se passent assez naturellement, comme des relations de voisinage assez normales. Vous travaillez sur d'autres formes de colocation avec l'OPH de Thionville. D'autres projets de ce type vont voir le jour? Oui, avec l'OPH et puis avec Moselis aussi, hein, c'est l'autre bailleur social avec lequel on travaille sur le territoire. C'est vrai que vous aviez introduit un petit peu la discussion en disant nouvelle forme d'habitat. Pour nous, la colocation, c'est quelque chose d'un petit peu ancien et on essaie de rester aussi un petit peu à l'écoute des besoins du territoire et de nos usagers. Donc, on a été confronté à des problèmes de logement pour des jeunes, notamment des étudiants internationaux il y a quelques mois, c'était en septembre 2019, qui connaissaient un certain nombre de difficultés, principalement administratives, pour pouvoir accéder au logement. Donc, impossible un dossier administratif et donc d'accéder à ces logements-là. Donc, nous avons pris sur nous, quand je dis nous, c'est l'association, de louer un certain nombre de logements, donc toujours sur le système de la colocation, afin de les mettre à disposition de ces jeunes-là. Ça évitait un petit peu le passage en commission et puis ça nous permettait aussi d'avoir une certaine autonomie sur les entrées et les sorties. Et puis ça répondait à quelque chose qui est à mon avis de plus en plus prégnant, c'est le besoin aussi de flexibilité en termes de logement pour les jeunes qui arrivent des fois sur des périodes un petit peu définies, qui ont besoin de solutions assez rapides aussi, puisqu'on a certains jeunes qui arrivent de loin, quelques milliers de kilomètres, et pensant avoir une solution logement se retrouvent parfois un petit peu sur le trottoir. Donc ça nous permet aussi un petit peu de travailler sur cette flexibilité et sur cette notion d'urgence. Sincèrement, ça change quoi, le fait d'appartenir au dispositif Loge-toi dans ce cas précis? Alors c'est intéressant pour nous à la fois pour l'idée de réseau, c'est-à-dire de pouvoir orienter les jeunes dans ce réseau qui est maintenant assez étendu, hein, comme vous l'avez signalé. Ça nous permet aussi assez régulièrement entre professionnels de se rencontrer, de travailler un petit peu les échanges de savoir et de pratiques, et puis d'expérimenter aussi un petit peu des choses en lien avec ce que les partenaires, les collègues ont pu faire. Et puis ça crée aussi un lien très prégnant avec nos élus. Donc ça, c'est intéressant aussi de pouvoir discuter avec eux, faire remonter un certain nombre de choses et puis d'avoir aussi un petit peu leurs avis quant aux politiques logement qui sont un petit peu définies de manière nationale et puis qui ruissellent un petit peu au niveau de la région ou des territoires. Une dernière question peut-être pour Fatou Cissé, mais durant cette période de confinement ou de reconfinement, comment les avez-vous accompagnés à distance? C'est un peu plus compliqué. Est-ce que le lien social s'est rompu ou finalement un rapport de proximité s'est construit avec la conseillère? Alors finalement, comme j'aime le dire, c'est que pendant toute cette période de confinement, on a été encore plus en lien avec les jeunes parce qu'ils avaient la possibilité de nous contacter directement sur les portables professionnels, soit par mail, soit par téléphone directement. Et selon les situations, on se rendait directement dans les logements pour régler les problèmes administratifs ou autres. Aussi, pendant cette période, nous avons dû faire des demandes d'aide, notamment des aides alimentaires, pour des jeunes se retrouvant un peu en difficulté financière suite au confinement et à la perte partielle de leur salaire. Donc, c'est vrai qu'on est intervenu un peu plus dans une dimension encore plus sociale que d'habitude et ça nous a permis de créer un lien plus rapproché avec ces jeunes-là. Et ça nous permettait aussi d'avoir des rapports avec le voisinage qui était aussi très soucieux de la situation de ces jeunes. À la moindre chose, on était informé soit par le gérant de l'immeuble, soit par le voisinage qui passait par le gérant pour nous prévenir. Donc, c'est vrai que notre présence a été plus qu'il ne fallait, là.
Bien, la colocation, ça fonctionne. Merci à tous les deux de vos témoignages. Sécuriser les parcours, accompagner les jeunes vers l'autonomie. Le dispositif Loge-toi fédère de nombreuses structures qui facilitent, qui interviennent sur tout le territoire autour du logement des jeunes. Direction la Haute-Marne, on va s'éloigner un petit peu de Thionville. Merci encore à tous les deux. Nous partons à Langres. L'association FIL, Parcours, Hébergement, Insertion, Logement Langrois, qui a vu le jour en 66. Emmanuelle Garnier, sa directrice, est avec nous. Bonjour Emmanuelle Garnier. Bonjour. Alors, mobilité. Bonjour à vous. Mobilité et logement des jeunes ruraux. Est-ce qu'on peut encore parler de disparité territoriale forte ? Alors oui, effectivement, on est vraiment sur un territoire qui est extrêmement rural et on rencontre souvent une problématique qui n'est pas qu'une problématique de mobilité psychologique, mais qui est une vraie problématique aussi sur le territoire, notamment avec des jeunes qui habitent sur des villages, dans des villages qui sont très très éloignés des grands bourgs ou des grandes villes du territoire. Et pour le coup, ça rend encore plus difficile et ça rend plus complexe le parcours de mobilité professionnelle parce que les difficultés s'accumulent, notamment avec la ruralité du territoire. Vous me le disiez très clairement en préparant ce moment, mais vous me disiez finalement assez peu de nouvelles formes d'habitat dans votre secteur. Vous êtes plutôt au stade de la réflexion. Alors oui, effectivement, là on est au stade de la réflexion. Enfin, on a quand même pu mettre en place 2 types de nouveaux logements qui n'existaient pas encore sur le territoire, qui sont 2 appartements en colocation. Sur le territoire de Langres, avec 2 modalités différentes, mais ces deux nouvelles formes d'habitat existent pour l'une début 2020 et la deuxième fin d'année. Et puis là, on est vraiment en train de démarrer une réflexion autour d'une agence immobilière sociale jeune, parce que véritablement, c'est ce qui nous manque sur le territoire. Et ce qui manque vraiment sur le territoire là, ce sont des studios ou des petits T1, puisqu'on est vraiment en manque. Et peut-être que lancer une réflexion d'une agence immobilière uniquement avec les privés pourrait peut-être permettre d'agrandir et d'avoir plus de flexibilité et de trouver aussi des appartements qui conviennent à des jeunes. Vous souhaitez faire de l'association FIL, et j'en parlais avec Cédric Chevalier tout à l'heure avant de démarrer, vous souhaitez faire de cette association une agence immobilière sociale dédiée aux 18-30 ans. Vous dites que les petits appartements sont dans un état assez pitoyable, l'agence pourrait travailler avec des propriétaires privés, réhabiliter des appartements, c'est ça l'idée, je crois. L'idée, c'est ça, effectivement, parce que sur le parc social public, il n'y a plus de petits logements. Il en existe néanmoins effectivement sur le parc privé, mais qui sont vraiment dans un état de vétusté qui ne nous permettent pas d'envoyer des jeunes vers ces appartements-là. Et l'idée effectivement de pouvoir prendre la main en tant qu'agence immobilière sociale jeune nous permettrait aussi de pouvoir garantir des appartements T1 qui soient décents et travailler aussi en amont avec les propriétaires pour les rendre vraiment dans un état d'accueil des jeunes acceptables. Vous avez travaillé avec le pays de Langres. Vous avez travaillé avec le pays de Langres sur un appartement situé à Langres, occupation 3 personnes, vous le disiez, une colocation. La convention va être signée prochainement. Ma question, c'est que vous travaillez finalement avec de nombreux partenaires, la ville, la mission locale, Action Logement, l'éducation nationale, les communautés de communes. Il y a un vrai partenariat, on travaille ensemble chez vous ? Alors, le monde associatif dans le sud de la Haute-Marne est extrêmement développé et il y a des partenariats qui existent depuis très longtemps, qui sont vraiment de très très bonne qualité. Pour avoir travaillé dans différents départements et même dans différentes régions, j'avoue que sur le sud de la Haute-Marne, on est quand même très privilégié par rapport à la qualité des partenariats qu'on peut retrouver. Les financements proviennent souvent du département, essentiellement de l'État, des financements dans le cadre du plan pauvreté, dont l'ambition, on le sait, est d'agir contre les inégalités de destin. 8,5 milliards d'euros sont consacrés à cette stratégie courageuse et nécessaire. La région est derrière vous, ça se passe plutôt bien. Ça se passe
plutôt bien. On aimerait que ça se passe quand même un petit peu mieux malgré tout. On a pu développer un bon partenariat effectivement financier avec les acteurs que vous venez de citer. On aimerait, nous, développer davantage avec la CAF de la Haute-Marne, qui nous a bien épaulé une première année sur la plateforme Loge-toi, mais avec qui on aimerait du coup pouvoir peut-être pérenniser davantage le partenariat financier. Parce que sans eux, on rencontre quand même des difficultés à un moment donné à pouvoir stabiliser, pérenniser et faire grandir comme on le souhaite la plateforme Loge-toi. Le vrai souci, vous avez 1 ou 2 BTS sur Langres ou Chaumont. Les jeunes quittent souvent le département, parfois reviennent après pour trouver un job. Dijon ou Nancy, pour ne citer que ces 2 villes, sont 2 villes terriblement attractives pour les jeunes Haut-Marnais. Il faut faire avec. Oui, il faut faire avec. C'est ça. Peut-être une réaction, parce qu'on parlait d'agence immobilière sociale. Il y a une ouverture là, Cédric Chevalier. Ah oui, alors ça fait partie de ces innovations, des initiatives territoriales qui peuvent exister, donc effectivement sur lesquelles on est extrêmement attentif. Moi, je voudrais aussi rebondir sur ce qui a été dit et ce qu'il faut vraiment soulever, c'est que les plateformes aussi dans l'accompagnement évitent un certain nombre d'arnaques. Tout à l'heure, ça a été dit, parfois un certain nombre de propriétaires privés jouent sur la naïveté ou sur la méconnaissance des jeunes en matière de logement et pour arriver à des logements de très grande précarité ou mal insonorisés ou isolés, etc. Et je rebondis, c'est vraiment un élément essentiel parce qu'il y a un effort à faire dessus, il y a un certain nombre d'initiatives. Je sais qu'au niveau de la VUF, avec Catherine Vautrin, il y avait une idée de labellisation à un moment donné de ces petites surfaces pour qu'ils répondent à un cahier des charges extrêmement précis et de qualité. Je crois qu'il y a un travail qui est à faire dessus. Et là, pour le coup, les acteurs que sont les plateformes Loge-toi sont en capacité, en tout cas, de pouvoir regarder et accompagner. Et ça, c'est un élément essentiel parce qu'on parle de précarité. Quand vous avez effectivement un logement qui est mal chauffé ou en tout cas qui est mal isolé, c'est aussi une conséquence financière extrêmement importante. Et là, pour le coup, le jeune ne le voit pas toujours ou d'autres éléments en matière de taxes ou autres qui ne sont pas forcément anticipés. Donc je crois qu'il y a un effort aussi à faire en matière non pas de nombre, bien sûr, mais aussi de qualité du logement par rapport aux jeunes. Et c'est notamment, on l'a vu dans l'étude précédente, que les petites surfaces étaient quand même un enjeu considérable sur lequel, à mon avis, il faut aussi impulser des politiques publiques vis-à-vis notamment des propriétaires privés. Alors, bonne nouvelle, vous êtes nombreux à nous suivre cet après-midi, près de 300 connexions. Évidemment, vous êtes nombreux à nous laisser des liens pour qu'on puisse répondre à vos questions et on le fera après coup. Mais on peut prendre une question peut-être pour vous, Emmanuel Garnier, les gens de chat. Quelles autres formes de logement sont proposées aux jeunes, notamment en milieu très rural? Vous avez d'autres parades ? Alors, oui, on a d'autres parades sur le territoire. Donc, on a effectivement les 2 appartements en colocation. Nous avons aussi une résidence sociale jeune qui permet du coup aux moins de 25 ans de pouvoir bénéficier d'un meublé équipé sur le territoire de Langres. Mais cette résidence sociale jeune est toujours complète et toujours en liste d'attente. Voilà. Et puis il y a aussi un certain nombre de dispositifs dont fil à la gestion qui existent aussi sur le territoire langrois, comme les pensions de famille pour des publics un petit peu particuliers. Et puis après on a toujours les centres d'hébergement d'urgence qui sont quand même pour certains jeunes qui sont quand même un palier et un stade, en tout cas un passage obligatoire, on essaye nous de faire en sorte que ce soit le plus bref possible pour pouvoir les renvoyer sur d'autres types de logements un peu moins précaires que celui-ci. L'habitat intergénérationnel, ça marche à Langres ou à Chaumont. Il faut développer ce type de projet, ça a du sens. On dit qu'on y trouve des valeurs de solidarité, une volonté de lutte contre l'isolement, une meilleure qualité de vie pour les habitants. On y travaille ? Pas encore, on n'y travaille pas encore, mais c'est vraiment quelque chose qui nous fait réfléchir véritablement en ce moment, puisqu'on est quand même véritablement sur un vieillissement de la population, notamment sur le territoire de Langres et alentour. Mais c'est un chantier qui est en tout début de démarrage et pour lequel on a vraiment juste des prémices de réflexion. Mais effectivement, ça pourrait être une autre solution mise en place en complémentarité avec l'agence immobilière des jeunes. C'est vraiment quelque chose qui pourra être travaillé
sur le territoire, puisque du coup, on a déjà le public vieillissant, en tout cas le public de seniors, avec soit des maisons, soit des appartements qui sont plutôt des appartements qui sont plutôt de grande taille et qui sont peu occupés dans leur totalité. Et ça, vous aurez sans doute l'occasion d'en reparler. Merci en tout cas de votre intervention, Emmanuel Garnier, merci beaucoup. Autre sujet que nous souhaitons évoquer cet après-midi, les clés de la réussite du partenariat. Quels freins, quels leviers, quelles attentes vis-à-vis des pouvoirs publics. Nous allons donner la parole dans 3 minutes, 2 minutes même, à Caroline Massé, la directrice régionale d'Action Logement Grand Est. Mais avant, regardez ce film dédié aux aides en direction des jeunes alternants, un film signé Action Logement. Bonjour, moi c'est Sadia, j'ai 21 ans. Je réalise actuellement ma 3e année de bachelor business et marketing en alternance. À plus de 2 heures de transport en commun de mon nouveau lieu de travail, j'ai décidé de réduire au maximum mes dépenses. Pour ce faire, Action Logement m'a été d'une grande aide. En effet, j'ai pu bénéficier de l'aide à la mobilité, une subvention de 1 000 € qui m'a permis d'acheter mes premiers meubles. En plus de cela, j'ai pu déménager dans une de leurs résidences spécifiques alternants qui se trouve à moins de 10 minutes à pied de mon nouveau lieu de travail. À moi les matins tranquilles. Alors n'hésite pas, rends-toi sur le site www.alternant.actionlogement.fr, fais le test et tu découvriras les aides auxquelles tu as droit. Voilà le film que nous a transmis Action Logement. Être mobile dans son parcours professionnel est un levier majeur pour l'insertion et la qualification des jeunes. Bonjour, rebonjour Caroline Massé. Bonjour. Voilà, directrice régionale d'Action Logement Grand Est. Vous avez, vous, identifié un frein d'information, de communication, l'agilité, informer les plateformes sur l'évolution de vos aides, puisqu'ils, elles, vous écoutent, les informer, créer des passerelles. C'est ça votre objectif, Caroline Massé ? C'est un des objectifs qu'on essaie de remplir depuis le début de notre partenariat. C'est très important que les plateformes soient informées dès que nos aides évoluent. La garantie Visale, si je prends juste l'exemple de la garantie Visale, depuis 2016, elle a évolué, on s'est adapté aux besoins du marché. Donc les plateformes le savent, les collaborateurs des plateformes sont tout à fait conscients du fait que lorsqu'ils renseignent sur nos aides, il faut qu'ils aient vraiment la dernière version. Et on l'a vécu de façon encore plus prégnante au moment du confinement, puisqu'Action Logement a déployé de nouvelles aides, une aide pour faire face aux impayés, une aide dite crise, aide Covid, pour tous ceux qui n'arrivaient pas à payer leur loyer à cause de la crise sanitaire, une subvention de 150 € renouvelable 2 fois. Et puis l'aide dont on parle une des jeunes filles là dans le film, l'aide à la mobilité de 1 000 € qui s'est mise en place en début de cette année, c'est une subvention à l'installation dès lors qu'un jeune est en mobilité et s'installe dans un nouveau logement. Voilà. Donc pour nous, réussir ensemble, c'est avant tout bien s'informer mutuellement, bien communiquer. Les aides évoluent, mais les process également évoluent. On est dans une transformation digitale depuis 2 ans. Et cette transformation digitale nous a amené aujourd'hui à faire que tous nos bénéficiaires peuvent sur actionlogement.fr bénéficier de nos aides, faire des tests d'éligibilité en ligne et souscrire en ligne un dossier. Donc ça nous paraît, nous, être très important d'informer nos partenaires des plateformes au fil de l'eau pour que tout ce qui est mis à disposition de l'insertion des jeunes et du soutien dans leur parcours logement aux jeunes puisse être mobilisé et puisse l'être rapidement. Je rappelle quand même, dans le package d'aide qu'on met à disposition, il y a bien évidemment la garantie Visale, la garantie contre les impayés de loyer. C'est plus de 20 000 jeunes chaque année qui sont accompagnés sur la région Grand Est. L'avance Locapass, tout le monde la connaît, ça fait très longtemps qu'elle existe maintenant. L'avance Locapass, c'est une avance remboursable du montant du dépôt de garantie. Et puis, surtout, l'aide Mobili Jeunes qui aide les apprentis, les alternants et qui vient au soutien de leur reste à charge tous les mois à hauteur d'une centaine d'euros. Donc tout ça, ce sont des aides importantes. L'aide Mobili Jeunes, c'est plus de 6 millions d'aides accordées et pour chaque année. L'année dernière, on avait accordé 5 200 000
euros d'aide Mobili Jeunes. Et cette année, avec cet effet de crise sanitaire, on voit qu'on est déjà à 6 290 000 euros à fin octobre. Pardon. Donc vous voyez, c'est un accompagnement des jeunes pour la région qui est quand même relativement important. Et je rappelle que pour les partenaires sociaux, gestionnaires d'Action Logement, les jeunes sont un des publics prioritaires. Après, dans le travail, vous dites les freins, les leviers, et je vous entends plus, donc je poursuis. Est-ce que vous m'entendez là, Caroline Masset? Oui, là, ça y est, vous m'entendez? Non, parce que finalement, à travers les témoignages qu'on a entendus cet après-midi, Thionville, Metz, Langres, Reims, Mulhouse dans le film, on nous dit, pas ou peu de typologie T1, T2, mettre à disposition plus de logements. Le dispositif Cœur de Ville recouvre une partie des villes qu'on a parcourues aujourd'hui. Vous avez une vraie réponse à leur apporter? Alors, on avait déployé sur les grandes agglos un dispositif qui s'appelle le dispositif Loué pour l'emploi. On met à disposition des bailleurs privés tout notre package d'aide à la rénovation avec un pack de sécurisation. On amène un jeune qui s'insère dans l'emploi, il est garanti par la garantie Visale et au moment où il sort, on apporte une aide de rénovation du logement. Ça, on l'a déployé depuis 2 ans sur les grosses agglos, mais on n'a pas de réponse sur l'offre en petit logement en milieu rural. Et il se trouve qu'on est financeur du programme Action Cœur de Ville, donc les 24 villes du Grand Est, en villes moyennes, qui sont accompagnées sur le volet logement par Action Logement pour déployer une nouvelle offre d'habitat en centre-ville. Et on a trouvé intéressant de travailler avec les plateformes sur le besoin en logement de toutes les plateformes qui se trouvent dans le périmètre de ces 24 villes pour qu'on étudie ensemble et qu'on arrive, nous, à faire prospérer ce besoin de petits logements dans le cadre des comités de projet de ces 24 villes et qu'on ait comme ça, d'ici l'année prochaine ou l'année d'après, une offre en petit logement qui va être à la fois de l'offre neuve, puisqu'on démolit, on reconstruit, ou en réhabilitation lourde de centres anciens. Et pour moi, c'est une vraie source future d'approvisionnement des plateformes Loge-toi. Et donc, on a commencé à y travailler, on est aux prémices de ce travail, mais je pense qu'on a un intérêt mutuel et partagé à poursuivre dans cette voie. On en a déjà souvent parlé, mais la revitalisation des cœurs de ville ne doit pas exclusivement répondre aux seniors qui souhaitent se rapprocher des centres-villes, des médecins, des commerces. Pas question de répondre uniquement à cette typologie de personnes. Les jeunes ne seront pas oubliés. Ce serait dommage que dans des villes moyennes, qui sont des villes qui offrent une centralité de services, finalement, ceux qui profitent le mieux de la rénovation de l'habitat, ce ne soit que les personnes âgées très éloignées en milieu rural et qui souhaitent se rapprocher pour bénéficier de l'offre de soins notamment. Donc ce serait quand même, ce serait manquer en fait la réussite du développement économique des centres-villes, de ces villes moyennes, enfin de la revitalisation de ces centres-villes, si on se contente de développer en fait des logements pour des petites familles et du logement qui finalement servira à des seniors. Ce serait quand même un peu manquer notre mission à la fois d'amortisseur social et de soutien au développement économique. En 30 secondes, s'il vous plaît, Caroline Masset, quelles sont vos attentes vis-à-vis des pouvoirs publics ? Nous laisser continuer de faire ce qu'on fait et d'accompagner les publics qui en ont le plus besoin. Merci beaucoup de votre témoignage, Caroline Masset, directrice régionale Action Logement Grand Est. Juste un mot avec vous, Cédric Chevalier. Je l'ai lu et relu, le Grand Est aspire à devenir la terre de tous les possibles pour la jeunesse. Ce ne sont pas que des mots, ça. Non, ce n'est pas que des mots, mais vous l'avez bien vu tout à l'heure dans les projections qui ont été faites en matière de population jeune et la baisse projetée à 2050 autour de quasiment 8%. Donc c'est un véritable enjeu, que ce soit par le nombre aujourd'hui, mais également par rapport à la projection. Donc oui, il faut que ça soit la terre des possibles. Je crois que ce qui est important, c'est d'être en capacité non seulement de leur donner la possibilité de s'épanouir, d'agir sur différents thèmes, mais c'est aussi de leur donner les outils pour pouvoir le faire. Et le logement est un élément essentiel. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on traite de ce dossier-là qui est vraiment essentiel. Et si vous me permettez, je voudrais quand même remercier Action Logement parce qu'ils ont été dès le début à nos côtés
puisqu'on a signé la convention très rapidement à Strasbourg, et ils ont été là et dans une écoute et dans une proposition aujourd'hui. Ils intègrent parfaitement aussi ces plateformes dans leur stratégie. Et je crois que c'est un partenariat qui est gagnant-gagnant. Et s'il y avait un message à faire passer, c'est que il y a aujourd'hui sur la table un certain nombre d'acteurs, il y a quelque chose qui fonctionne, et au territoire de pouvoir s'en saisir pour aussi répondre à leurs ambitions et à leurs enjeux en matière de territoire pour tous les jeunes, quel que soit l'endroit où ils se trouvent dans le Grand Est. Caroline Massé était à Strasbourg. Nous partons maintenant à Sarreguemines, où nous attendent Christiane Malik, vice-présidente de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, en charge de l'habitat, et Paula Vicencio, directrice de la mission locale du bassin d'emploi de Sarreguemines. Bonjour mesdames. Bonjour. Christiane Malik, vice-présidente de la communauté d'agglomération de Sarreguemines-Confluence, 38 communes, 66 000 habitants. Quels sont les enjeux liés au logement des jeunes sur votre territoire ? La communauté d'agglomération est compétente en la matière. À l'échelle de la communauté d'agglomération, les jeunes de 15 à 24 ans représentent 10% de la population. Et les dernières années, entre 2011 et 2016, 9% ont quitté le territoire. Donc, ils sont sans doute partis vers les villes comme Metz, Strasbourg ou Nancy pour suivre des études ou alors pour chercher un emploi. Et pourtant, il faut dire qu'en termes de formation, Sarreguemines est très attractive. Il y a beaucoup de formations. Et au niveau de l'emploi aussi, il y a de quoi faire, et surtout avec l'Allemagne qui est bien proche de chez nous, on est à la frontière. Et pourtant, ils quittent le territoire. Donc, il faut faire quelque chose pour garder ces jeunes ici. Et comme dit précédemment lors des interviews auparavant, donc le territoire est marqué par le manque de petits logements, donc les T1, T2, donc, qui sont vraiment destinés à répondre à la demande du public jeune. Et donc, cette problématique existe, et donc on a un projet actuellement justement avec le projet Cœur de Ville pour Sarreguemines. On a un projet qui devrait se concrétiser bientôt. Alors évidemment, c'est un constat que tout le monde fait. Effectivement, c'est récurrent, voilà. Manque de T1, de T2 partout dans le Grand Est. Quels sont les objectifs de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence autour du logement des jeunes? Il y a de belles perspectives, Christiane Malik? Je pense que là, tout le monde va s'y mettre pour trouver des solutions à ce problème. Hein. Aussi au niveau du parc privé, et mettre des choses en place, quoi. Ouais. Et comment la communauté d'agglomération contribue-t-elle à la mise en œuvre du dispositif Loge-toi? Voilà une question qui nous intéresse. Donc, c'est dû au partenariat avec la mission locale, avec qui nous travaillons donc, depuis 2013. Bien, donc il y a une vraie prise de conscience des difficultés de certaines populations. On pense bien évidemment aux jeunes qui éprouvent des difficultés à se loger. Christiane Malik, on va peut-être donner la parole à Paula Vicencio qui est à côté de vous. Vous dirigez la mission locale du bassin d'emploi de Sarreguemines. Le partenariat avec les collectivités est indispensable, et pas seulement sur le plan financier, Paula Vicencio. Je sais qu'à Sarreguemines, ça fonctionne plutôt très bien. Oui. Tout à fait, nous avons un excellent partenariat avec les collectivités. Le fait d'être une mission locale qui porte aussi une plateforme Loge-toi est facilitateur à ce niveau-là, puisque les collectivités sont dans notre conseil d'administration. D'ailleurs, notre président est président de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence. C'est tout à fait facilitateur. Des décisions qui se prennent rapidement, quoi. Tout à fait, et de façon très souple et très efficace. Il faut savoir que l'objectif de la plateforme et de la CASC, c'est bien d'organiser sur le territoire et d'élaborer une politique et une stratégie commune pour la jeunesse, pour le logement de la jeunesse, parce qu'on est tout à fait conscient qu'il y a des difficultés qui sont très prégnantes sur notre territoire, sinon croissantes dans le contexte actuel, et qu'il y a une véritable volonté d'apporter une réponse à ces problématiques que rencontrent les jeunes. Racontez-moi, s'il vous plaît, Paula Vicencio, la crise sanitaire, la situation actuelle, vous me disiez, exacerbe les difficultés, on l'a compris, et c'est vrai sur toutes les plateformes. Vous êtes dans l'urgence et vous faites un
un travail remarquable. Une fois qu'on a dit ça, les familles ont du mal à assumer leurs enfants sur le plan financier, parfois même au-delà de l'aspect financier. Durant le confinement, beaucoup de jeunes sont en conflit avec leurs parents. On sent que c'est fragile, c'est le constat que vous faites ces derniers mois? Oui, tout à fait, parce qu'on a une population à la mission locale et sur le territoire qui est relativement fragilisée, parce qu'on est sur un territoire où l'industrie automobile est très importante, hein. Je pense que tout le monde a entendu à la télévision les difficultés que rencontre la Smart actuellement, qui est quand même une entreprise phare sur notre territoire. Mais aussi, c'est vrai que la fin des CDD, beaucoup de missions intérimaires qui se sont interrompues du jour au lendemain, ont poussé les jeunes vers des situations extrêmement précaires. Des jeunes qui souvent étaient en emploi, avaient un logement autonome et qui par ailleurs se débrouillaient très très bien. Donc on a vu arriver dans les plateformes une nouvelle population qu'on ne traitait pas habituellement parce qu'elle avait des ressources et qui aujourd'hui viennent consulter la plateforme Logetois, notamment sur le problème de l'impayé locatif qui, à mon avis, dans les mois à venir, va devenir un problème très très important et pas que sur Sarreguemines. L'exigence des propriétaires qui aujourd'hui réclament forcément un CDI, un contrat de travail, un simple contrat de travail ne suffit plus. Vous vous heurtez à cet état de fait. Oui, tout à fait. C'est pour ça que ce partenariat avec les collectivités est indispensable parce que ça permet aussi de travailler sur l'offre de logement et sur une offre adaptée à nos jeunes qui, très souvent, n'ont pas ce fameux CDI, ce fameux Sésame qui permet d'ouvrir la porte de certaines agences immobilières et de certains bailleurs. Oui, alors vous l'avez dit, hein, des étudiants, des jeunes actifs qui traversent des mois difficiles, les situations sont fragiles, budget serré, propriétaires frileux, la pandémie, ça commence à faire beaucoup. Pour autant, vous me dites, les jeunes aujourd'hui ne sont pas complètement démunis face au mal logement. L'aiguillage des missions locales, il y a des aides en direction de ce public. Le dispositif Logetois est aujourd'hui reconnu, bien identifié. Ça fonctionne. Oui, tout à fait, ça fonctionne très bien grâce à l'ensemble de nos partenaires, à Action Logement, qui est un très bon partenaire, aux collectivités, à la casque, aux bailleurs sociaux qui sont aussi très très présents dans notre plateforme. Et puis il y a aussi le département qui, par le biais du FSL, nous soutient aussi énormément à ce stade-là. Donc il y a beaucoup de réponses et c'est vrai que toutes ces synergies, tout ce partenariat permet d'apporter des réponses rapides et efficaces à nos jeunes. Si un jeune à Sarreguemines trouve un stage, une entreprise à Metz, il y a des passerelles qui fonctionnent. Ce travail en réseau est extrêmement précieux. Vous appelez Adrien Mathurin à Metz. Enfin, ça fonctionne comme ça au quotidien ? Oui, ça fonctionne tout à fait comme ça et c'est vrai que l'accompagnement, je pense qu'on a peu parlé d'accompagnement dans le cadre des plateformes, mais l'accompagnement c'est quelque chose d'essentiel. L'accompagnement qui est initié sur Sarreguemines se poursuit lorsque le jeune part à Metz et donc tout le travail qui a été fait en amont continue à se faire sans qu'il n'y ait de redites de choses qui vont être faites deux fois avec le jeune. Il n'y a pas de perte de temps. C'est vraiment l'efficacité qui prime. Et le réseau des missions locales intervient aussi de façon très très importante et pas que le réseau Logetois, puisque il faut aussi dire que les missions locales portent la garantie jeune et la garantie jeune actuellement est quand même un dispositif très important qui permet de soutenir les jeunes, notamment les jeunes en logement autonome, pour éviter de les retrouver dans de grandes difficultés, puisque ça permet à un jeune en recherche d'emploi d'avoir des ressources et ça l'aide efficacement dans sa recherche de logement ou dans son maintien au logement. Merci à toutes les deux. Christiane Malik, vice-présidente de la communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence, Paula Vicencio, la directrice de la mission locale de Sarreguemines. Merci mesdames. On va tout de suite retrouver Estelle Latarche, directrice de la mission locale du Nord-Meusien. Nous partons à Verdun. Est-ce que Estelle Latarche est avec nous ?
Oui, Bonjour, je suis là. me voilà rassuré. Bonjour Madame Latarche. Mission locale dans laquelle vous travaillez depuis un peu plus de 15 ans, que vous dirigez depuis 2 ans, je crois. Mission locale qui porte le dispositif Loge-toi, une convention qui a été signée il y a 3 ans avec la région, je crois, hein. Oui, oui, absolument. Nous sommes porteurs de la plateforme Loge-toi depuis 2017. La prise en charge des jeunes, co-construire un parcours. Vous disiez l'an dernier dans la presse, je vous lisais, les jeunes d'aujourd'hui sont les adultes de demain. Il ne faut surtout pas perdre ça de vue, non? Oui, c'est un joli poncif. Plus qu'un poncif, ouais. Oui, oui, tout à fait. Oui, 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 absolument. Nous avons une population jeune sur le territoire que nous devons d'accompagner et de construire avec eux des parcours d'insertion professionnelle durable pour justement leur permettre une insertion sociale, une insertion dans la société et leur permettre de jouer pleinement leur rôle de citoyen pour continuer un peu dans le thème des poncifs. Vous accompagnez près de 2000 jeunes chaque année. Si vous deviez qualifier vos relations avec la ville de Verdun, la communauté d'agglomération du Grand Verdun, le département de la Meuse, la région Grand Est, en quelques mots comme ça, très sincèrement. Très sincèrement, ça se passe très très bien. Ça se passe très très bien et c'est en ça que nous sommes engagés sur l'appel à projet de la région pour porter la plateforme Loge-toi. Et à l'heure d'aujourd'hui, cette collaboration, ce soutien que nous avons des collectivités nous permet vraiment de développer une véritable expertise, d'apporter à nos publics des solutions adaptées à des situations qui favorisent justement leur insertion professionnelle et qui sécurisent leur parcours. C'est très important. Je suis désolée, j'ai un retour, alors Ouais, vous avez peut-être un petit peu d'écho, c'est probablement mon micro. On est évidemment dans un secteur rural, chez vous, à Verdun. Quand on parle d'insertion professionnelle, la problématique principale, c'est en tout cas très souvent la mobilité. Pour un jeune meusien, il y a des freins qui perdurent, mais j'ai l'impression d'entendre ça depuis des années. En quoi les collectivités peuvent être facilitatrices, quoi? Alors, comme je vous le disais précédemment, c'est vrai que la Meuse est un territoire rural, un territoire très vaste. Donc, notre public est forcément confronté à des problématiques de mobilité s'il veut accéder à des dispositifs ou des situations emploi-formation qui sont souvent, voire essentiellement concentrées sur les agglomérations. Et le département de la Meuse est également confronté à cette situation-là. Notre réseau de transport en commun, il ne peut pas pallier toutes ces difficultés, d'où la nécessité de travailler la question de l'hébergement et du logement dans une dynamique d'insertion professionnelle. Donc c'est à ce moment-là que prend justement tout son sens le fait de porter la plateforme Loge-toi. Et pour répondre à votre question, on souhaite travailler avec les EPCI. Alors c'est un travail qui a été amorcé, mais qui a été un peu freiné en cette année 2020. Mais voilà, nous souhaitons vraiment travailler avec les EPCI pour pouvoir recenser ce qui pourrait exister en termes de logement et d'hébergement sur les territoires ruraux. Le fait d'être porteur de la plateforme Loge-toi nous a incité à faire un état des lieux et aller un peu à la découverte de l'écosystème du logement, si je peux dire comme ça, sur notre territoire. Mais évidemment, on est persuadé qu'il existe sur un territoire vaste comme le nôtre des solutions d'hébergement et de logement, sûrement connues par les EPCI et qui pourraient peut-être être une réponse pour notre public qui est sur les territoires ruraux ou qui habite peut-être sur des agglomérations, mais qui aurait besoin d'aller sur les territoires ruraux. Donc voilà un petit peu notre volonté de travailler avec les EPCI pour essayer de recenser l'existant en termes de solutions d'hébergement et de logement sur les territoires.
Il y a parfois une petite frustration quand même. C'est vrai que vous me disiez une scène de vie qui arrive. Vous avez parfois un jeune et un employeur à Étain, à Commercy, à Verdun ou Bar-le-Duc qui pourraient s'entendre. Faute de mobilité et de logement, le projet professionnel avorte. Ça, c'est un constat imparable. Il faut aller plus loin. Vous dites que Loge-toi doit devenir un outil pour les employeurs. Les employeurs devraient pouvoir vous consulter. Là, il y a encore du travail à accomplir. Oui, absolument. La situation dont je vous avais parlé est réelle. On parle de problématiques de mobilité, mais elle ne concerne pas uniquement les déplacements vers les villes. Sur un territoire comme le nôtre, il y a un grand nombre d'artisans, mais aussi des entreprises de plus grande taille qui sont implantées en milieu rural et qui sont donc difficiles d'accès si vous n'êtes pas mobile ou si vous n'avez pas de véhicule motorisé. Donc, il existe des opportunités d'emploi sur le territoire. Nous, en Meuse, on a par exemple des industries agroalimentaires assez importantes et qui sont pourvoyeuses d'emplois. Elles ont des opportunités, des offres d'emploi à proposer, mais pour notre public jeune, ces opportunités n'aboutissent pas toujours faute de mobilité. Donc oui, en effet, c'est un de nos objectifs, que les employeurs puissent connaître la plateforme et s'en saisir pour peut-être répondre justement à des problématiques de recrutement. Mais c'est un échange que nous avions déjà eu avec Monsieur Chevalier par le passé. Donc, Cédric Chevalier qui vous écoute, mais ça veut dire quand même que département, la région Grand Est peuvent vous soutenir afin de mener une grande campagne d'information, de sensibilisation auprès des employeurs de la Meuse ? Oh, alors, la démarche est à construire. Je pense que la Meuse n'est pas seule concernée. Donc, c'est peut-être une démarche à construire ensemble au niveau du réseau des plateformes pour que tout le Grand Est puisse en profiter, puisque je ne pense pas que ce soit une problématique purement meusienne. Et puis comme vous travaillez en réseau, évidemment, vous pourriez être un département pilote. En tout cas, merci beaucoup de votre intervention. Une question peut-être pour Cédric Chevalier. Comment la région anime le réseau des plateformes? Et puis, voilà, on nous en envoie une là en direct. Comment favoriser le développement de quoi? Des plateformes. Donc voilà, comment on anime les plateformes et comment les développe-t-on, Cédric Chevalier? Alors, comment on les anime aujourd'hui? C'est que c'est une démarche qui est internalisée au niveau de la région. Le souhait, c'était vraiment mettre un accent fort, et donc il y a un service qui s'occupe au travers de la jeunesse, et notamment Christine Tison qui s'occupe de l'animation, qu'elle connaît parfaitement le réseau, et qui permet avec l'ensemble de l'équipe de pouvoir animer des plateformes, de pouvoir les mettre en relation, et surtout de pouvoir être en capacité justement de voir émerger des plateformes et d'accompagner l'émergence de ces plateformes sur les territoires. Je crois que ce qui est important, c'est que la région effectivement met des moyens, mais encore une fois, ce sont les acteurs locaux qui sont en capacité de pouvoir les faire émerger. On est accompagnateur, on est facilitateur, on a normé les choses. C'est une marque qui est aujourd'hui déposée, sur laquelle on met un certain nombre de moyens financiers, d'outils de communication pour qu'il y ait une harmonisation de l'ensemble, puisque parfois, il faudrait que quand même que le jeune, voilà, la marque Loge-toi, c'est quelque chose qu'il peut retrouver à Metz, à Nancy et ailleurs, parce que parfois ils avaient des noms un peu différents, ça pouvait en tout cas perdre en termes d'efficacité. Donc voilà, c'est là l'accompagnement, et puis l'accompagnement financier de ces plateformes, bien évidemment, qui est important, parce que c'est aussi le nerf de la guerre. Donc je crois que voilà, aujourd'hui, notre volonté, c'était vraiment de pousser au plus loin, de donner des interlocuteurs qui soient pérennes, que ce soit des outils de communication, que ce soit des financements, un cadre général pour pouvoir permettre, dès qu'une plateforme émerge, et je crois que vous avez vu tout à l'heure la carte, il y avait quand même encore du grand blanc, donc, et ce n'est pas faute de vouloir les faire émerger, mais on a la chance aussi d'avoir des missions locales à un moment donné qui se saisissent, on a un certain nombre d'associations, d'acteurs qui sont présents sur le territoire, et qu'il faut écouter et qu'il faut être en capacité de pouvoir accompagner. Je retiens bien ce qui a été dit par rapport à la Meuse pour l'avoir visité, donc voilà, c'est un vrai sujet, et c'est vrai que ça renvoie quand même à la problématique, c'est que ce n'est pas qu'une sorte une manière de trouver du logement, c'est aussi à un moment donné, il y a des enjeux économiques extrêmement forts, un enjeu pour les territoires par rapport à ça, et si on n'est pas vigilant, c'est effectivement tout le territoire qui risque d'en pâtir. Et c'est vrai que les plateformes sont des véritables interlocuteurs, sont de véritables capteurs aussi de cette population jeune, et doivent permettre aussi aux collectivités de pouvoir s'appuyer dessus et de rebondir.
Il nous reste 5-6 minutes. Où retrouver les coordonnées des plateformes ? Sur le site jeunesse ou sur le site de la région Grand Est, avec une notion d'interactivité qui permet de retrouver l'ensemble des interlocuteurs. Et puis bien sûr, elle est là, donc c'est assez facile. Je dirais à Christine Tison de laisser son numéro de portable pour que tout le monde puisse la joindre. Non, mais la pauvre. Mais en tout cas, c'est tout le service jeunesse qui est derrière. Moi, je voulais vraiment dire que je crois qu'il faut qu'on arrête d'être en tuyau d'orgue. Je crois qu'on l'a bien vu à un moment donné, que ce soit à Sarreguemines ou ailleurs, à un moment donné, il y a des bonnes volontés qui se mettent autour de la table. Je crois que ça permet aussi d'optimiser financièrement les finances publiques, parce que tous, on va vous dire que c'est une question d'argent, et c'est vrai. Mais on a remarqué depuis qu'on est arrivé à la région qu'il y avait des gens très bien qui faisaient chacun dans leur coin. Et l'objectif, c'est à un moment donné aussi, au travers de cette plateforme, c'est pas dire que c'est la région, c'est pas le département, voilà, qu'importe. Aujourd'hui, on a un enjeu, c'est l'attractivité du territoire. On a aujourd'hui un dispositif qui s'appelle Loge-toi. Encore une fois, c'est pas une idée qui est sortie de Cédric Chevalier ou de Jean Rotner. On l'a prise, on l'a développée et ça marche. Je crois que c'est important aussi, quand on finance un certain nombre d'opérations, de se dire qu'il y a des dispositifs qui fonctionnent, qui ont fait leurs preuves et qui non seulement sont en capacité de fonctionner, capacité aussi à s'adapter. On le sait, c'est un public qui est extrêmement mouvant, que ce soit dans leur profil, que ce soit géographiquement, mais aussi dans leur cursus, dans leur parcours. Un jour, vous êtes étudiant, le lendemain, vous êtes en service civique, vous êtes sans emploi. Enfin, il faut qu'on soit en capacité, au travers de l'ensemble des acteurs, de répondre à des moments de vie de ces jeunes. Et je crois que c'est ça qui est important. Et les plateformes, avec leur agilité, leur connaissance du terrain, sont en capacité de répondre à ces moments de vie et donc de pouvoir répondre aussi à l'attente de l'attractivité des territoires. C'est ce que je dis à l'ensemble de mes collègues, que ce soit EPCI, maire, département, mais certains sont déjà énormément convaincus. Saisissez la chose. Je tiens aussi à dire que la région, et je le redis, dans des périodes financières extrêmement difficiles, a sanctuarisé le budget des plateformes. Ça, c'est important. Quand je dis sanctuariser, pour nous, c'est extrêmement important. Ce n'est pas tout de dire, bah oui, on vous accompagne, etc. Puis lorsque ça ne va plus, on se dérobe par une porte. Non, aujourd'hui, il y a une volonté d'accompagner, de maintenir le niveau des budgets et des solutions financières qu'on apporte aux plateformes, et même de pouvoir le développer lorsque de nouvelles entités se créent, voire de nouvelles initiatives. Donc c'est vraiment important. Aujourd'hui, ce n'était pas de dire vive la région, c'était vive l'ensemble des acteurs si on est capable de se mettre en cohérence, en harmonie et d'optimiser les moyens, parce que voilà, on a un dispositif qui fonctionne avec des femmes et des hommes qui sont extrêmement dévoués au public. Et vous voyez, également je finirai, la projection en matière de jeunesse, en termes de population, quand on imagine que notre territoire risque de perdre quasiment 8% en matière de jeunes, c'est que ça doit quand même nous interpeller, même si peut-être ces 8% ne sont pas à répartir de la même manière sur l'ensemble du territoire, mais en tout cas, ça doit nous alerter par rapport à ça. Beaucoup de choses ont été dites cet après-midi. Nous avons, vous l'avez remarqué, sillonné une grande partie de la région avec des témoignages riches d'enseignements. La région Grand Est s'est emparée de cette problématique du logement des jeunes. Je sais que c'est un sujet que vous maîtrisez particulièrement bien. C'est fondamental pour l'équilibre de notre société. On a le sentiment, en tout cas, à travers les témoignages, que l'on avance. C'est le moins qu'on puisse dire, que les plateformes jouent pleinement le rôle. Vous l'avez dit, bien au-delà, même pendant le confinement. Elles ont répondu présentes. Elles répondent présentes. De nouvelles formes d'habitat, ça aussi, on l'a vu, se développent. Les partenariats s'amplifient, ça fonctionne de mieux en mieux. Les collectivités s'associent, financent, soutiennent ces structures. On peut penser que vous êtes un élu, je le sais, vigilant, mais plutôt satisfait. Je serai satisfait quand on aura fait en sorte que l'ensemble de la raquette soit bien adapté et que le dispositif Loge-toi, les jeunes puissent trouver une vraie réponse. Voilà, je crois qu'on est des éternels insatisfaits. L'objectif, en tout cas aujourd'hui, c'est que la dynamique est lancée. Et c'est ça qui est le plus important, et qu'elle puisse perdurer, parce que voilà, quand ça fonctionne, il faut le dire. Quand ça ne fonctionne pas, il faut le dire aussi. Là, ça fonctionne, et il n'y a qu'une question de bonne volonté pour pouvoir y arriver, au service d'une population dont on dit toujours c'est l'essentiel, c'est l'important. Comme disait Cocteau, il y a l'amour, mais aussi et surtout les preuves d'amour, à nous d'en donner vis-à-vis de notre jeunesse. Bien, merci en tout cas à tous nos grands témoins implantés sur toute la région Grand Est. Merci évidemment aux équipes techniques qui ont fait un vrai beau boulot, aux équipes de la région Grand Est avec qui nous avons préparé ce rendez-vous. Et je crois qu'ils n'ont pas ménagé leurs efforts. Au Club de la Presse ici à Metz, un bel endroit où nous nous sommes installés ce matin. Alors je ne citerai pas Cocteau, mais moi je voulais terminer cet après-midi avec une citation empruntée à un sportif de très haut niveau qui disait « Certains veulent que ça arrive, d'autres aimeraient que ça arrive, et quelques-uns, vous en faites partie je crois, font que ça arrive ». À bientôt. Merci beaucoup. Merci.